Le fantasme d'un Israël purement juif, c'est un fantasme de la gauche israélienne. C'est un fantasme, ou d'une partie de la gauche. C'est un fantasme de ceux qui voudraient que finalement, nous, on est chez nous et eux, ils sont chez eux. Et quelque part, toutes les grandes erreurs tragiques de la politique israélienne ces dernières décennies ont toujours été quelque part motivées par ce fantasme, que ce soit le retrait de Gaza, du sud Liban, de Judée-Samarie. On est toujours dans cette idée-là. C'est-à-dire, nous les Juifs, on est ici, eux, ils sont là-bas, et comme ça, tout va bien, shalom en Israël, alors que c'est le contraire, c'est exactement le contraire. C'est le refus du Proche-Orient, en vérité. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission à notre regard, discussion au cœur de Jérusalem. Vous connaissez le principe, une heure de débat autour d'un thème d'actualité entre le rabbin Uri Cherki, directeur du Centre Noachide mondial, et un intellectuel francophone. Rav Uri Cherki, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages en hébreu sur la pensée juive et qu'entre autres, parmi vos nombreuses fonctions, vous parcourez le monde en tant que directeur du Centre Noachide mondial à la rencontre de différentes communautés, de représentants de divers cultes pour faire valoir les lois universelles Noachides. Et un plaisir de recevoir en face de vous aujourd'hui Pierre Lursa. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes avocat, essayiste et traducteur. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais sur l'islam, sur le sionisme et Israël. Vous avez fait paraître l'année dernière 7 essais. Israël, le rêve inachevé, quel état pour le peuple juif, aux éditions de Paris Max Chalel. Vous y apportez une réflexion sur de nombreux paradoxes concernant l'état d'Israël, notamment la question de savoir si le Israël d'aujourd'hui doit rompre avec sa tradition ancestrale ou au contraire la perpétuer. Encore la question de la contradiction s'il y en a une, entre l'état démocratique et juif d'Israël. Et par-dessus tout, une question qu'on soulèvera ensemble, messieurs, pendant cette émission, en quoi Israël est une lumière pour les nations, pour reprendre un verset du prophète Isaïe dans la Bible. Pierre Lursa, l'État d'Israël est jeune, à peine 71 ans. Il est né juste après la catastrophe de la Shoah. Quelle est la vocation, selon vous, de cet État, s'il en a une? Et il en a sûrement plusieurs, même. Je crois que sa vocation première, même s'il y a beaucoup de malentendus sur ce sujet, c'était quand même aussi quelque part de sauver les Juifs de leur destin malheureux en galoute. Et au-delà de ça, évidemment, et le fait de devenir l'État quelque part de redonner à Israël sa dimension nationale et donc de lui permettre de formuler à nouveau son message pour l'humanité et aussi de retrouver toute la dimension collective de l'existence juive. On vient de parler de cette notion d'État-refuge. Est-ce que cette ambiguïté au final d'Israël comme État-refuge, est-ce qu'elle réfute du coup la pensée ou l'idée selon laquelle c'est un retour à une tradition ancestrale et un retour sur une terre désolée depuis 2000 ans? Il est toujours problématique de se situer par rapport à une négation. La négation de l'exil, la négation de la persécution, c'est très utile quand on veut être efficace, quand on veut ramener des millions de personnes qui effectivement ont connu une persécution de la pire de l'histoire. Mais il est évident, et je pense que c'est ça que Pierre Lursa voulait dire, également qu'il doit avoir un contenu positif. On n'est pas simplement en train de réfuter quelque chose, on avance vers quelque chose. Effectivement, la question de la vocation se pose toujours. Et on peut dire que si on peut définir un individu par les questions qu'il se pose, alors à plus forte raison une société se diagnostique en fonction de la question qu'elle se pose. Or, la société israélienne est en perpétuel questionnement de son identité. C'est quelque chose d'assez incroyable. On n'a jamais vu, par exemple, des Français se poser tellement de questions sur ce que c'est que la France et qu'est-ce que c'est que l'avenir de la France, la vocation française. Même si on a parlé beaucoup de rayonnement, de la francophonie et tout le reste. Mais on peut dire qu'en Israël, tout Israélien prend son petit déjeuner en se posant la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'État d'Israël. Et quand il va dormir, eh bien, il n'a toujours pas la réponse. Pierre Lursa, le peuple juif serait donc, selon vous aussi, vous avez parlé de plusieurs vocations, donc après 25 siècles de dispersion, ça pourrait être déplacé finalement de prétendre transmettre un message universel, d'autant plus que les juifs font l'objet de diabolisation et d'exclusion sur une partie de la planète. Peut-être que le problème d'Israël,
quelque part, c'est justement, étant assailli de tous les côtés, on n'a pas le temps de se poser les vraies questions. Même si, effectivement, je suis d'accord avec le Rav Cherki, chaque Israélien se pose la question de l'identité collective, de l'identité d'Israël, mais finalement, on n'a pas beaucoup de loisirs pour y penser. Et malgré tout, on arrive quand même quelque part à y penser. Et peut-être paradoxalement, d'ailleurs, c'est dans les moments où on croit que c'est pas un hasard, si justement dans la période des accords d'Oslo, quand on pensait que la fin du conflit était arrivée, enfin certains le croyaient, évidemment, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était une illusion mortelle, mais c'est justement à ce moment-là qu'est apparue, d'une part, la révolution constitutionnelle et aussi la tentative, plus généralement, l'espèce de révolution culturelle qu'on a vécue dans les années 90, qui voulait mettre fin justement à la vocation juive d'Israël, à la vocation spécifique. Et celui qui l'a dit dans les termes les plus frappants, à mon sens, c'était l'écrivain David Grossman. Il avait dit un jour, c'était juste après la signature des accords d'Oslo, il avait dit le retrait des territoires occupés, selon l'expression consacrée, n'est que le prélude au retrait plus général des territoires de notre âme. Et après, il a explicité évidemment ce qu'il voulait dire, les territoires de notre âme, c'était en fait, il y avait toute une liste de slogans qui étaient un petit peu quelque part les fondements du sionisme laïque, mais il y avait aussi, le plus frappant, c'était Am Segula. Il fallait surtout qu'on oblitère, qu'on efface définitivement cette notion de Am Segula. Et je crois que personne n'a... Voilà, donc il fallait mettre fin à l'idée du peuple élu ou du peuple spécial. Enfin, je ne sais pas comment on peut le traduire vraiment, parce que peuple élu, c'est une notion qui fait un petit peu peur aujourd'hui. Mais vraiment, c'était, à mon sens, c'est celui qui a exprimé de la manière la plus frappante, quelque part, tout ce qu'il y avait derrière toute cette tentative de remodeler Israël géographiquement. Mais finalement, c'était comme pour un petit peu paraphraser David Grossman lui-même, c'était la géographie intérieure d'Israël qui voulait modifier de la manière la plus radicale. On va revenir justement sur cette divergence entre sionisme laïque, sionisme religieux et les différences au sein du peuple d'Israël en Israël. Rav Uri Cherki, ce qu'on disait, c'est que l'État d'Israël aurait un message et serait porteur de sens, qui serait porteur de sens dans le reste du monde. On a dit tout à l'heure, en fait, on n'attend pas ce type de choses dans tous les États. On a parlé de la France qui se veut la patrie des droits de l'homme, des USA, patrie de la liberté, d'Union européenne qui se veut la représentante de l'Union des droits de l'homme. Mais c'est pas le même message, on ne parle pas de la même chose. Disons que c'est très simple. L'État d'Israël et le peuple juif dans son ensemble, mais surtout l'État d'Israël, est diagnostiqué comme étant le juif des nations. C'est-à-dire dans le subconscient collectif des nations, actuellement, finalement, Israël représente, qu'il le veuille ou non, la Bible dans ses différentes dimensions. Que ces dimensions soient religieuses, nationales ou cosmopolites, ça n'a aucune importance. Ce peuple est porteur de la Bible. Et c'est donc la Bible, avec ce qu'elle représente au niveau des valeurs universelles, qui est parfois remis en question, mais le fait même de remettre en question, et ça vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, le fait que Israël soit ciblé, soit rejeté, soit fustigé, c'est également un signe d'intérêt. C'est le contraire de l'indifférence. Et quand on essaie de rejeter quelque chose sans être psychanalyste très doué, eh bien vous trouvez toujours le principe de l'autorité du père qui est rejeté, etc. Et ça signifie qu'il y a un père, ça signifie qu'il y a des repères, on pourrait dire, qui sont remis en question. Et donc, ça ne fait que prouver leur existence. Et donc, on peut dire que ce qu'on attend de l'État d'Israël, d'une manière un peu diffuse dans l'ensemble de l'humanité, c'est d'avoir quelque chose à dire. Et s'il y aurait donc une justification de la critique des nations contre Israël, ce n'est pas tellement à cause de ce qu'Israël fait ou ce qu'Israël dit, mais c'est surtout à cause de ce qu'Israël ne fait pas et ne dit pas. Il y a une attente d'un message, et ce message fait, disons, un peu peur. Il y a une sorte de timidité collective de la société israélienne, et là c'est dans tous les domaines, aussi bien religieux que laïques, ou bien de droite ou de gauche. Il y a une sorte de timidité inhérente, viscérale au peuple juif qui est « mais nous n'avons rien à vous dire, en fait, nous cherchons simplement notre place ». Pas d'humilité.
On ne peut pas traduire ça par l'humilité. On peut appeler ça l'humilité, c'est beaucoup plus poli. Mais finalement, il y a, on peut dire, une sorte de timidité permanente. Et c'est pour ça d'ailleurs que traditionnellement on dit ça commence par les goïms, c'est les nations qui vont dire que Dieu a fait de grandes choses avec ce peuple, c'est dans les psaumes. Il dit l'Hachem la sotim mêlée, et quand les peuples diront Dieu a fait de grandes choses avec ceux-là, alors nous dirons ah c'est vrai, Dieu a fait de grandes choses avec nous. Ouais. Pierre Leussat, dans les années 30, justement, les débats sont révélateurs entre les universités idéalistes, par exemple du mouvement Ihoud, Martin Buber, Yehuda Magnes, qui s'opposent à l'établissement d'un État juif parce que le pouvoir corrompt, il ne faut pas porter atteinte à la pureté spirituelle du judaïsme. Et d'après eux, juifs et arabes vivront en harmonie dans un État binational. On est bien avant la création d'État d'Israël. Et de l'autre côté, par exemple, on a le Lehi, mouvement ultranationaliste, pour qui la souveraineté étatique est une fin en soi. Et entre les deux parties, vous en parlez dans votre livre, il y a des hommes d'État qui cherchent à rétablir l'équilibre et au final, ce mouvement, ce message universel, on le retrouve chez les pères fondateurs du sionisme qui pourtant sont laïcs, Jabotinsky, Zev Jabotinsky, Chaim Weizmann, Ben Gurion. Est-ce qu'ils ont une perspective historique finalement, ces personnes-là, ces leaders? Bien sûr, d'ailleurs pour la plupart d'entre eux, ils ont grandi dans la tradition. Ils n'appartiennent pas à la génération de ceux qui sont nés hors de la tradition. Donc quelque part, ils l'ont rejeté, mais ils l'ont étudié, ils l'ont apprise à des niveaux différents les uns des autres. Mais effectivement, ce qui est frappant, c'est que chez tous les pères fondateurs d'Israël, il y a cette idée que Israël va incarner l'identité collective juive. Et moi, ce qui me frappe le plus, Ben Gurion, on le sait bien, qui était lecteur de la Bible, c'était un de ses livres de chevet. Bon, il lisait aussi Homère dans le texte, donc pour lui, il était très, comment on dit, très éclectique. Mais malgré tout, il lisait la Bible, il y croyait, et il dit quelque part Israël, je ne sais plus quand et où il a dit Israël, lumière des nations, c'est une expression qui lui était familière. Et quant à Jabotinsky, là c'est peut-être encore plus frappant, parce que lui on le présente toujours systématiquement comme le dirigeant sioniste le plus laïque possible, et on oublie tout d'abord qu'il a été très marqué par la Bible. Il a écrit notamment des articles sur la philosophie sociale de la Bible. Il pensait qu'il fallait développer une pensée économique originale qui serait ni capitaliste ni socialiste et qui s'inspirait de la Bible. Et par ailleurs, il a écrit un article très fameux qui s'appelait Le sionisme suprême, dans lequel il disait le sionisme, il y a 3 étages. Le premier, c'est le kibbutz galouyot, c'est la façon des exilés. Le deuxième, c'est la création de l'État. Et le troisième, c'est quoi? C'est le sionisme suprême. Et quand il explicite ce que c'est le sionisme suprême, il conclut par les mots du prophète Isaïe, Kimetzion, etc. Donc il n'y a pas de hasard. Je veux dire, on ne peut pas dire ça, il n'y a pas de Kimetzion, etc. Ça n'a pas de signification laïque. Ça ne peut avoir de signification que prophétique, n'est-ce pas? Donc on peut être un juif parfaitement laïque comme Jabotinsky, et malgré tout, la vocation d'Israël, il l'exprime précisément dans les termes du prophète Isaïe. Et par ailleurs, et là c'est quelque chose qui est peut-être aussi pas très connu, même si aujourd'hui on commence un peu à s'intéresser au sujet, il avait été très marqué, notamment par l'intervention du Rav Kook au moment de l'affaire Arlozorov, et c'est un peu le point de départ de sa réévaluation du sionisme religieux. Et quelque part, il y a eu une occasion manquée historiquement d'un rapprochement dès cette époque entre la droite sioniste et le sionisme religieux. On pourrait réécrire l'histoire, imaginer ce qui serait passé si Jabotinsky avait pris la tête du mouvement sioniste comme il en prenait le chemin juste avant l'affaire Arlozorov, et s'il avait effectivement fait cette alliance historique, s'il y avait une alliance historique entre la droite et le sionisme religieux, et non pas entre la gauche travailliste et le sionisme religieux. Alors d'après ce que vous dites, à quel moment il y aurait eu une brèche du coup, entre cette pensée au final qui est profondément en lien avec la tradition ancestrale biblique et la pensée de l'idéologie laïque actuelle qui rejette tout passé religieux ou tout passé, toute tradition. Je dirais qu'il y a toujours eu cette tendance présente dans l'histoire d'Israël et du sionisme, et même bien auparavant, cette tendance au rejet de nos origines et à vouloir être un peuple comme les autres. On a vécu avec ça depuis le début de notre histoire, mais effectivement, dans l'histoire sioniste et israélienne, c'est présent aussi depuis le début, depuis le fameux mouvement cananéen dont je parle un petit peu dans ce livre, dans cette tentation cananéenne de vouloir dire on n'est pas des Juifs, on n'est pas des Hébreux, on n'est rien du tout de tout ça, on est quelque chose de totalement différent, qui a pas fait long feu, mais en même temps qui a laissé des traces durables. Et à mon avis, la trace la plus durable, c'est dans le journal Haaretz, par exemple, qui est encore le flambeau de cette
idée qu'on pourrait être. Si vous lisez par exemple les suppléments culturels de Haaretz, on a l'impression que leur idéal, c'est d'être européen. Ils veulent manger européen, lire européen, ils veulent être des Européens, c'est vraiment leur idéal. C'est ce que vous répétez souvent justement à ce sujet. Mais rappelons que dans le journal Haaretz, il y a c'est pas simplement de l'indifférence à la tradition, c'est une opposition à la tradition. Or, quand on s'oppose à quelque chose, c'est qu'on n'y est pas indifférent. C'est-à-dire que finalement, il y a également une forme de liaison par le rejet. Et on peut dire que, je me rappelle une fois à la Knesset, un parlementaire avait parlé du roi David en termes peu élogieux, à cause de l'histoire de Bathsheba. Et alors, ça avait fait un scandale à la Knesset. On a porté atteinte au chantre d'Israël. Et le lendemain, à la radio, j'ai pu entendre un discours une intervention de Yael Dayan, la fille de Moshe Dayan, qui est d'extrême gauche, anti-religieuse, et qui a dit une très belle chose, à mon avis. Elle a dit, vous savez, les religieux ont pris des personnages de la Bible tout l'aspect clérical et sacerdotal. Et la droite a pris tout le côté nationaliste et fasciste. Eh bien, laissez-nous, à nous, les chilonimes, les vrais laïcs, les gauchistes, l'aspect humain des personnages de la Bible. Et on peut dire que de cette manière, elle exprimait, pas une dualité, une trialité, pourrait-on dire, de la société israélienne, qui toujours est en train de se chercher entre trois pôles. Le pôle religieux, le pôle nationaliste et le pôle cosmopolite. Et on peut dire que le cosmopolitisme juif n'est pas vraiment un cosmopolitisme à l'européenne. Il est en fait quelque chose d'inhérent à l'identité juive depuis ses origines. Parce que déjà nos ancêtres, nos patriarches, ne voulaient pas de l'élection. On peut voir qu'il y a une réticence permanente, par exemple dans le personnage d'Abraham, le premier de nos patriarches, il y a une réticence permanente par rapport à l'idée de son élection. Et on pourrait dire presque que le vrai cosmopolitisme est d'origine juive. Finalement, sur le plan religieux, c'est devenu le christianisme, qui a été fondé d'ailleurs, je crois, par des juifs. Et également, si vous cherchez la laïcité israélienne, c'est la forme, si vous dire, laïque de ce cosmopolitisme chrétien. Et donc, on peut dire que finalement, on reste toujours dans le cadre de l'identité d'Israël. Chacun à sa manière. Il y a une sorte de tiraillement. Et ce tiraillement n'est pas n'importe quoi. Il fait partie du contrat social d'Israël. C'est-à-dire, dans le contrat social de la société israélienne, on est d'accord, justement, pour ne pas parler des gros problèmes. Si vous avez dit ceux qui se définissent uniquement comme religieux, uniquement comme cosmopolites, tradition, pas tradition, alors il y a une sorte de consensus comme ça du silence qui est on n'en parlera pas. Et parce qu'on a des difficultés à exprimer ce que nous sommes, alors on préfère, disons, rester dans un milieu entre ces différentes tendances. Mais on pourrait dire que je ne suis pas tout à fait inquiet, même sur le plan religieux ou de la Torah, par rapport à ces tendances de rejet. Elles font partie de la dynamique du peuple d'Israël depuis ses origines, et donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Nous sommes sur une très bonne route, et je peux vous faire part, par exemple, de ma maladie personnelle, qui est l'optimisme chronique. Pierre Lessage, justement, par rapport à ce que Rav Richard vient de dire, on est dans une société actuellement qui est tiraillée dans son identité, qui cherche à se définir. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Peut-être optimiste, peut-être pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je pense que malgré tout, cette tendance universaliste, elle est dangereuse. On l'a bien vu à l'époque d'Oslo et elle est toujours là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sinon la poursuite de cette espèce de putsch judiciaire de la Cour suprême qui veut empêcher le peuple de choisir ses représentants. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de dangereux. La démocratie est en danger, c'est à nous de le dire. C'est pas eux. Si la démocratie est en danger, c'est pas à cause de Netanyahou. Vous avez tout à fait raison. Chacune de ces tendances est dangereuse. La tendance religieuse est extrêmement dangereuse. C'est elle qui a refusé le sionisme à son origine. N'oubliez pas. Oui, non, mais c'était pas pour faire spécialement un éloge de la tendance religieuse, parce que l'identité d'Israël, elle est dans l'union de ces trois tendances. Évidemment, lorsque une des trois prétend avoir l'exclusif, c'est peut-être là le vrai danger. Oui. Mais sauf que chacune aussi peut jouer un rôle positif à un moment donné de l'histoire. Après tout, l'État d'Israël n'a pas été créé par des rabbins. Il y a des gens qui le regrettent, mais il fallait bien que ça soit des gens assimilés, entre guillemets, même si on sait bien qu'Herzl n'était pas si assimilé que ça, mais
quand même assimilés en apparence, mais qui maîtrisaient les codes culturels de l'Europe. Il fallait bien que ce soit ces gens-là qui créent un État. Finalement, c'est une sorte de rancune de la part justement de ces personnes assimilées qui, eux, ont fait cet effort de créer, de permettre à cet État de voir le jour, de dire au monde religieux, vous n'étiez pas là au moment oui, de vous la avez création. raison, mais rappelez-vous ce que disait Gershom Scholem, le professeur Gershom Scholem, grand spécialiste de la mystique juive, qui déjà dans les années 30 a écrit un article sur la langue hébraïque, et il a dit « Notre malheur, c'est que nous parlons l'hébreu ». Et donc ça veut dire que nous ne pourrons jamais nous couper de nos origines spirituelles, parce que l'hébreu est trop porteur de sens. Donc malheureusement pour lui, finalement, il y a des systèmes, il y a des mécaniques intérieures qui font qu'il y a un frein à ce cosmopolitisme. C'est d'ailleurs André Neher, je crois, qui mettait en évidence le fait que la laïcité sioniste porte en elle-même ses propres freins, parce qu'elle veut se laïciser en parlant d'une terre et d'une langue, mais la terre, c'est la terre sainte, et la langue, c'est la langue sainte. Donc finalement, ça ne peut pas totalement échapper. Oui, bien sûr. Effectivement, il y a cette contradiction inhérente au sionisme. C'est pour ça qu'il y avait eu le projet de l'Ouganda que j'évoque dans le livre aussi, qui est aussi quelque part une espèce de leurre, mais même si dans l'esprit d'Herzl, c'était pas du tout une déviation de la destination du sionisme, c'était juste ce qu'il appelait un asile de nuit sur la route d'Israël. Mais les sionistes russes l'ont interprété comme une trahison, ils ont pris le deuil. Oui. Rappelez-vous que ceux qui soutenaient l'initiative de l'Ouganda, justement, c'était les religieux. C'était le Mizrahi, le Rav Reines. Parce que, on veut dire, pour les religieux, on disait, différer la fondation de l'État n'est pas un drame. Finalement, nous avons vécu en exil pendant 2000 ans avec la Torah, on va continuer, si c'est nécessaire. Tandis que pour les sionistes, justement, laïcs de Russie, c'était leur manière à eux de faire teshuva, d'être sionistes. C'est-à-dire, c'était pour eux un retour. Et donc, si on leur supprime Eretz Israël, il n'y a plus rien. C'est la raison de leur opposition. C'est vrai que c'est frappant le fait que, souvent, c'est dans le monde religieux qu'on est le plus, quelquefois, réticent à voir des choses qui paraissent évidentes aux autres, y compris d'ailleurs aux goïms. Vous demandez à un évangéliste américain si on est en train de vivre la prophétie, pour lui, c'est évident. Mais vous demandez ça à un juif religieux ou pas, il va faire un pile-poule pour savoir si c'est vrai ou pas. Absolument. Alors, Rav Rouchaki, la renaissance de l'État des Juifs depuis 70 ans nécessite également une réinvention donc, du coup, du message d'Israël envers lui-même et envers les autres. Il n'est pas possible, vous l'avez dit même dans votre optimisme, qu'en 71 ans... Chronique, pardon, excusez-moi. Donc il n'est pas possible en 71 ans de répondre à tous les problèmes, et votre optimisme nous permet de résoudre petit à petit les problèmes. Mais la question du choix d'Israël, ce qu'on appelle en hébreu la Ségoula d'Israël, cela implique-t-il nécessairement une vocation envers les autres, ou c'est un choix qui s'impose à un peuple avec certaines croyances ou certaines actions, mais pas nécessairement qui a une portée universelle? Il n'y a rien à réinventer, il faut simplement revenir à soi-même. Or, si on voit quel est le projet d'Israël dès son origine, c'est d'être une bénédiction pour les familles de la terre. C'est écrit en toutes lettres lors de l'élection d'Abraham. Donc, si vous revenez en Eretz Israël et que vous reprenez votre place dans l'histoire, ipso facto, ça implique un message universel. Il y a un questionnement. Or, on peut dire justement que ce questionnement existe, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le subconscient collectif des nations. Vous savez ce que c'est que la fondation de l'État d'Israël et encore plus la guerre des 6 jours? C'est un événement biblique en pleine modernité. Et quand il y a un événement biblique en pleine modernité, ça bouleverse les consciences. On se dit, tiens, on pensait que la Bible c'était fini il y a depuis longtemps, et puis brusquement ça réapparaît. Et le pire, c'est que si ça réapparaît, alors peut-être que c'est la manière que les Juifs ont de lire cette Bible qui est la bonne. Et c'est très inquiétant. Alors, vous savez, les nations viennent et disent, mais qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vous avez chamboulé la théologie, vous avez bousculé les habitudes de pensée. C'est certainement que vous avez quelque chose à nous dire. Et les Israéliens, à nouveau très timides et, on pourrait dire, humbles, disent « Mais non, nous n'avons rien à vous dire, nous sommes comme vous, nous sommes comme tout le monde, nous avons inventé les petites tomates chéries et le disconquis, vous ne vous rendez pas compte, nous sommes des gens très bien. Nous avons d'ailleurs une ville, Tel Aviv by night, c'est extraordinaire, ça ressemble un peu à Las Vegas. Et bon, si vous voulez faire un peu de tourisme, alors à Jérusalem, vous avez le Saint-Sépulcre. Et surtout, ne parlez pas trop de notre identité, on ne veut pas vous déranger. » Et nous ne nous rendons pas compte que lorsque nous avons ce genre de discours, en fait, nous décevons l'attente
qu'il y a de la part de la civilisation universelle. Et on peut dire que nous créons, malgré nous, une déception amoureuse. Et cette déception amoureuse se traduit par la suite par une accusation. Alors, si vous n'avez rien à nous dire, alors c'est donc que vous nous avez menti. Alors donc, ce n'est pas vous, Israël. Alors rendez ça aux Palestiniens, ce n'est pas à vous. Vous comprenez ? Il y a un enclenchement de ces problèmes. Et donc, être universel, avoir un message universel est une évidence qui sointe de l'État d'Israël. On ne peut pas ne pas se rendre compte que nous avons quelque chose à dire. Je voudrais à ce propos vous rappeler, si vous me permettez, lorsqu'il y a eu l'intervention d'Israël à Gaza, une des interventions, la communauté internationale était plus ou moins positive par rapport à ça. On disait qu'Israël était attaqué en permanence par des fusées, etc. Ils ont le droit de se défendre. Et je rappelle que le ministre des Affaires étrangères britannique est venu en Israël et il a fait 2 déclarations absolument sidérantes. La première, Israël a le droit de se défendre. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a besoin de dire que les Britanniques ont le droit de se défendre ? Mais enfin, il l'a dit quand même. Deuxième affirmation, mais n'oubliez pas quand même votre engagement par rapport à vos valeurs occidentales. C'est très intéressant. Vos valeurs occidentales. Ça prouve qu'il y avait une sorte de crainte que peut-être qu'Israël aurait un message sur le plan moral, sur le plan de l'organisation de la politique, à dire au monde qui serait différent de ce qui a été hérité par le christianisme et tout le reste. Pierre Ursin, par rapport à ce que vient de dire à l'instant le rabbin Uri Cherki, est-ce qu'il faut-il être une nation, du coup, pour transmettre un message universel ? Ou est-ce que disséminé parmi les nations, on arriverait mieux à transmettre ce message, étant au contact direct ? Oui, c'était un petit peu le slogan auquel on s'était forcé à croire pour se consoler un petit peu du malheur de l'exil. C'était qu'au moins on allait pouvoir répandre la bonne parole. Mais peut-être qu'on l'a fait un petit peu. Il y a un grand historien israélien dont le nom m'échappe, qui avait dit un jour tout l'exil ne vaut rien du tout. Il avait écrit un livre qui s'appelait le Galout et il disait que finalement toute l'histoire du peuple juif en exil, ça valait rien du tout. Et bon, évidemment, c'était un petit peu radical, mais c'est vrai que le vrai message d'Israël, et ça beaucoup de gens l'ont dit, y compris des non-juifs comme Rousseau, comme d'autres, le vrai message d'Israël, on va le faire entendre maintenant. C'est aujourd'hui qu'on va le faire entendre. C'est pas quand on était dans les ghettos de Pologne ou dans le Mela et qu'on vivait dans les 4 coudées de la loi. Et maintenant, on a quelque part, on a retrouvé notre statut et aussi notre fierté nationale, et c'est peut-être là qu'on est le mieux à même de délivrer ce message et quelquefois peut-être de remettre au goût du jour le message, la vocation prophétique d'Israël. Effectivement, chaque fois qu'Israël se détourne de cette vocation, on trouve toutes sortes d'idéologies ou quelque part peut-être même de messages publicitaires comme Startup Nation qui sont un petit peu quelque part un succès d'année ou comme pour nous excuser de ne pas être effectivement à notre vraie place. Et je ne sais pas si ça plaît ou pas aux nations, mais nous, ça nous plaît beaucoup comme de vendre cette espèce de marketing d'un Israël qui n'est pas le vrai Israël. Rav Uri Cherki, on parle depuis tout à l'heure en fait de message universel, mais c'est quoi ce message ? C'est extraordinaire. Nous portons un message en nous, à notre insu, et on se demande mais qu'est-ce qu'il est ? Je pense que un de ceux qui ont le mieux formulé cela, c'est Pascal. Blaise Pascal qui disait l'existence de ce peuple, il parle des Juifs évidemment, m'intrigue. Et parce que il pense, ce peuple, que le monde entier est dans l'erreur et que la vérité est seulement chez eux. Et je me rends compte que si jamais Dieu s'est adressé aux hommes, c'est à eux qu'il faut s'adresser pour en recueillir la tradition. C'est-à-dire, on peut parler évidemment des valeurs juives qui finalement ressemblent beaucoup aux valeurs de la morale universelle. Mais ce qui est particulier à Israël, justement, c'est la relation à la transcendance. Si on peut comparer le monde à une maison dans laquelle vivraient les hommes, et ce monde a un toit, eh bien, il faut également qu'il y ait une cheminée. Et cette cheminée alimente en air, en lumière, le monde. Alors, toute cheminée ne peut pas être trop large, ni trop étroite. Et il y a ceux qui sont responsables de l'entretien de cette cheminée, donc ce sont les ramoneurs de l'Éternel, c'est les enfants d'Israël.
Mais ils ne le font pas forcément à travers leur conscience religieuse. Justement, l'erreur serait de considérer le judaïsme comme étant une tradition religieuse. Or, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'un État. On peut dire que c'est l'existence juive, le fait même de cette existence vécue aujourd'hui dans un État, qui sert justement de canal de la relation envers la transcendance. Et je pense que c'est ça que les nations attendent de nous. Je me rappelle, j'ai eu récemment un entretien avec un des dirigeants du mouvement Makuya au Japon, qui a expliqué, d'ailleurs à un journaliste, et après il me l'a expliqué à moi aussi, que ce que nous autres, les Japonais, attendons de vous, eh bien, c'est d'entretenir justement cette relation à la transcendance. C'est ça votre rôle, c'est ça qu'on vous demande. À part ça, vous faites ce que vous voulez. Rappelez-vous toujours une chose importante. Si le bon Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'avoir un État, c'est parce que c'est le seul moyen de transformer le monde au niveau le plus important. Le levier des mouvements de l'humanité, c'est le politique. Or, le politique se fait à travers des États. Et donc, tant que nous vivons en tant que religion individuelle, qui vient, disons, assurer la béatitude chez des individus, en fait, on s'occupe de l'individu, mais on ne transforme pas le monde. Et de ce point de vue-là, on peut dire que tout Israélien fait partie de ce projet, qu'il le veuille ou pas. Je rappelle qu'un écrivain israélien, Amos Oz, bien connu, a dit un jour, vous savez, le Rav Kook pense que moi, je suis un élément de la rédemption d'Israël. Eh bien, je veux te dire à toi, le Rav Kook, que je ne fais pas partie de ton mouvement de rédemption de l'identité d'Israël. Le problème, c'est qu'Amos Oz ne savait même pas que son refus de faire partie de l'identité de la rédemption d'Israël, ça fait également partie du projet. On peut dire que c'est une approche un peu paternaliste, mais je sais un peu mieux que lui ce qu'il veut. Mais on peut dire que finalement, on revient toujours à une dialectique hegélienne dans laquelle chacun a son rôle en étant l'antithèse de l'autre. Et finalement, pour créer une nouvelle identité qui va rayonner certainement sur le monde. Vous savez, le verset dont vous avez parlé tout à l'heure, Ki mitzion tetze Torah, d'Israël, de Tzion va sortir la Torah, il est ramené dans le prophète Isaïe comme étant le discours des nations. C'est-à-dire, c'est les nations qui disent que de Tzion sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Et donc, on peut dire que nous sommes en route. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que vous allez en parler, que je mène certaines activités dans ce sens. Mais ces activités ne sont pas mon initiative. Elles sont le fruit d'une demande qui est adressée aux enfants d'Israël aujourd'hui dans le monde entier. C'est ça la nuance, cette vocation de ne pas être prosélyte, parce qu'on peut penser que si vous parcourez le monde et si d'autres personnes se tournent vers vous... Ne soyez pas prosélyte, mais soyez missionnaire. Ça veut dire, être missionnaire, ça ne veut pas dire forcément transformer les gens en ce que vous êtes. Dans le missionnarisme chrétien, la mission chrétienne, justement, c'est de faire du monde entier des chrétiens. C'est très loin de l'idée d'Israël, ce serait une sorte d'impérialisme culturel ou religieux. Pour Israël, nous sommes là pour éclairer les nations et leur permettre à eux, aux nations, de réaliser pleinement leur identité. Nous avons quelque chose à rajouter, nous ne sommes pas là pour remplacer. Pierre Leursas, ce message universel de notre part, Rav Uri Cherki, ce serait cette relation à la transcendance, ces valeurs du divin qu'il faudrait faire descendre entre guillemets sur terre. Mais beaucoup se trompent, je ne sais pas si c'est une erreur, mais vous en parlez comme étant une vision étriquée, de réduire, c'est à l'époque contemporaine qu'il y a cette apparition d'une équation de judaïsme égale éthique, et qu'en fait le rôle d'Israël serait d'apporter la morale et de réduire, si vous voulez, à une sphère morale tout le projet d'Israël. Oui, c'est un peu quelque part, on vit encore dans le paradigme néo-kantien. Donc voilà, le judaïsme, ça serait purement une morale. On aurait juste donné le décalogue et puis voilà, on n'aurait plus rien à dire. Et en plus, le vrai problème avec les tenants de cette conception au sein d'Israël et du peuple juif, c'est surtout que leur morale, elle est dévoyée. Parce que ce n'est pas la vraie morale juive. La morale juive, elle ne nous oblige pas à donner d'électricité à Gaza alors qu'ils nous lancent des missiles et qu'ils ne veulent pas restituer le corps d'Adar Goldin et des autres soldats. J'ai entendu il y a 2 jours le père Simcha Goldin qui se demandait mais pourquoi est-ce que le gouvernement soi-disant le plus à droite d'Israël n'est pas capable d'obtenir ne serait-ce que la restitution du corps d'un soldat alors qu'on laisse passer des millions de dollars vers Gaza et qu'on leur donne de l'électricité, qu'on leur donne à manger. Donc on se croit obligé, ce qui montre bien que ces idées
aussi radicale qu'elle puisse paraître, parce que lorsque Martin Buber, que vous rappeliez tout à l'heure, a été le premier quelque part à dire que l'État d'Israël, d'ailleurs il ne parlait pas d'État d'Israël puisqu'il voulait un État binational, mais c'est le premier quelque part, l'ancêtre de Shalom Arshav, donc les premiers qui ont voulu qu'Israël ait une vocation morale avant toute chose, avant même un projet national, eh bien aujourd'hui on voit que ces idées sont devenues presque majoritaires, puisque même le gouvernement d'Israël, quelque part, applique cette espèce de fausse morale juive qui n'est même pas une morale chrétienne, parce que les chrétiens non plus ne l'appliquent pas. Et je me rappelle qu'à l'époque d'une des guerres à Gaza, quand Israël était tellement soucieux de protéger la vie des civils ennemis, que c'était les spécialistes du droit militaire européens qui sont venus nous critiquer, nous dire attention, nous ces normes-là, on ne pourra jamais les appliquer. Donc quelque part, même les nations savent que c'est pas ça la morale juive, et elles le savent peut-être mieux que nous. Ça m'étonne pas d'entendre ce que effectivement, quelque part, il faudrait réécrire l'histoire du sionisme en montrant que quelque part les goïms étaient beaucoup plus conscients que nous. Ils nous avaient déjà demandé de retourner en Israël plusieurs siècles avant le sionisme politique, et ils nous ont accompagnés tout au long du sionisme politique. Et lorsque Herzl a été chercher une oreille attentive chez les Rothschild, au début il a été conduit, et le seul qui l'a écouté c'était le révérend Eschler qui avait grandi avec la Bible protestante. C'est pas un hasard. Lorsqu'un protestant lit la Bible, il la prend au sérieux, et peut-être parfois plus que nous. C'est un paradoxe. Ça me rappelle une anecdote intéressante. Manitou avait rencontré une fois un ecclésiastique chrétien, je crois catholique, qui lui avait dit c'est quand même dommage que les pionniers sionistes ne soient pas religieux parce qu'ils accomplissent les prophéties. Et Manitou lui a répondu au contraire. S'ils y croyaient, on dirait qu'ils le font parce qu'ils y croient. Mais ils n'y croient pas, ils le font quand même, c'est une intervention divine. C'est bien résumé. Rav Richaki, on observe, je peux me tromper, mais dans la littérature hébraïque, chez les prophètes notamment, dont on a parlé, Isaïe, il n'y a pas de prétention à influencer ou à créer une autre réalité au sein des nations. On a plutôt des termes comme voyer, observer, écouter notre message, mais pas de projection de la Torah au sein des nations. Bien au contraire, dans Isaïe, il est tout à fait question justement de villes en Égypte qui vont connaître le Dieu d'Israël. Le prophète Isaïe lui-même a été envoyé chez les Couchites en Afrique. Donc, il parle de Achour, des Assyriens, comme faisant partie d'une trinité de puissance avec l'Égypte et Israël au milieu. Au contraire, justement, il y a chez le prophète Isaïe, on pourrait dire presque un projet pour les nations, bien au contraire. Et dans la littérature rabbinique, on a cet appel aux nations de quitter les conceptions religieuses erronées. La tradition rabbinique post-prophétique, et on pourrait dire presque exilique, a parlé toujours de ce qu'on appelle le minimum. Elle s'est cantonnée justement dans le minimum requis pour les nations, ce qu'on appelle les 7 lois noachides, qui sont vraiment un minimum du minimum. Ce que les rabbins ont voulu faire, ils ont voulu créer une plateforme de dialogue avec les nations qui est justement se cantonne dans le minimal pour permettre justement à chaque nation d'évaluer dans quelle mesure elle est intéressée par les messages de la Bible. J'étais récemment justement à Taïwan où j'ai rencontré un dirigeant spirituel qui est un ami d'Israël et qui a plusieurs milliers d'adeptes qui l'entraînent donc à aimer l'État d'Israël, mais j'étais très surpris de voir qu'il n'enseigne absolument pas la Bible à ses adeptes. Ils ne connaissent rien de la Bible, même pas le verset « Écoute Israël ». Par contre, quand vous parlez à des chrétiens ou des gens de culture européenne ou américaine de l'État d'Israël, c'est immédiatement lié à une réinterprétation de la Bible. Donc on peut dire que chaque nation a sa manière à elle d'évaluer ce qu'elle va prendre justement du message d'Israël. Pierre Lursin, il y a d'énormes difficultés à la mise en place de ces utopies, de ce message universel qu'on veut faire, que Israël devrait faire passer auprès des autres. On a parlé tout à l'heure, notamment la souveraineté politique elle-même est mise en cause en permanence, et surtout dans la période que l'on vit actuellement de crise politique majeure en Israël. Il y a aussi le fait d'avoir en Israël, on en a parlé, ces différentes franges de juifs, laïcs, traditionnalistes, orthodoxes, sionistes religieux, chacun a son idéologie. Par exemple, les sionistes religieux, son idéologie, on va dire, ce serait l'étendue aussi du territoire, préfèrent le mode de patriotisme et peut-être aurait
du mal on pourrait comprendre ça, cette volonté d'étendue du territoire comme une incapacité de se tourner vers l'autre et de comprendre qu'il y a d'autres personnes aussi sur cette terre. Dans cette société fragmentée, on peut se poser une question qui est très claire. Qui doit porter ce message? Est-ce que c'est le rabbinat, le ministère des cultes, le peuple lui-même? Oui, le peuple tout entier. Je crois que ce qui frappe le plus les visiteurs de l'étranger qui viennent en Israël aujourd'hui, c'est de voir Israël vivre sur sa terre au jour le jour. Et il n'y a pas besoin d'un ministère du tourisme ou de la propagande pour faire passer le message. Les fêtes parlent d'elles-mêmes. Et ils parlent peut-être mieux quelquefois que les discours officiels. Mais ça n'empêche pas, bien entendu, d'avoir aussi un message culturel, un message... je crois que quelque part, et vous le saurez mieux que moi, rappelez où, mais le Rav Kook fondait beaucoup d'espoir sur la littérature israélienne, qui ont été largement déçus, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Mais à mon sens, ceux qui peut-être incarnent aujourd'hui cet espoir, c'est plutôt des musiciens, des chanteurs israéliens qui, eux, de manière assez étonnante, ces dernières années, se rapprochent beaucoup Vous en parlez un petit peu, oui, de la tradition. Ça fait sur les élèves. Et quelque part, peut-être que l'espoir qu'avait fondé le Rav Kook sur la littérature, il a été déçu, mais il passe par une autre voie, peut-être parce que le langage de la musique est plus universel que celui de la littérature. En tout cas, c'est une hypothèse. Vous rejoignez cet avis? Oui, tout à fait. On peut dire que si on cherche un porte-parole, le porte-parole du message d'Israël doit être le président d'Israël et le premier ministre israélien. C'est à eux de le faire. Le rabbinat a pour fonction de perpétuer la dimension cultuelle traditionnelle du judaïsme, mais il est très largement dépassé par l'événement sioniste. Et si l'événement sioniste n'est pas un événement purement nationaliste, donc ça doit être enseigné aux nations par les responsables politiques justement du sionisme. C'est à eux de le faire. Évidemment, vous savez que le pouvoir politique, traditionnellement, est toujours lié justement à la poésie. C'est pas pour rien que notre roi idéal, le roi David, est également l'auteur des psaumes. C'est-à-dire que, comme disait Maïmonide, c'est l'imagination qui est le support du politique. Et cette imagination est transmise justement par la culture, par la littérature dans la mesure où elle existe. Effectivement, la chanson israélienne n'est pas n'importe quoi. Il serait là ce point commun entre les différentes idéologies qu'on retrouve sur l'islamiste, etc. Ce pont culturel qui peut faire en sorte que ce message puisse être porté. Moi, oui, personnellement, je fonde beaucoup d'espoir sur cette culture israélienne qui est un lieu de... Elle suffirait? Elle suffirait. Non, je ne suis pas du tout un tenant du sionisme culturel. Le sionisme, c'est politique avant tout, mais la culture israélienne, c'est peut-être le lieu où déjà on voit émerger cette nouvelle culture qui n'a rien à voir ni avec la culture juive de l'exil, même si on veut toujours revenir à nos traditions, à nos coutumes, ni non plus avec l'espoir d'une culture purement occidentale. Donc c'est autre chose qui n'a rien à voir avec c'est quelque chose d'entièrement nouveau, et c'est ça aussi qui est quelque part exaltant dans la culture israélienne. La culture israélienne, mais évidemment en faisant le tri, il y a le meilleur et il y a le pire. Mais par exemple, quand on voit, moi je vois le chanteur Ishaï Ribo qui est invité par Shlomo Artzi et qui chantent tous les deux ensemble, c'est pas seulement kitsch, il y a quelque chose de plus profond que ça. On voit qu'il y a une révolution intérieure. Mais j'invite également, si déjà on ajoute un élément, à connaître les paysages d'Israël. Les paysages de la Judée, de la Samarie, c'est les terres de la Bible. On ne peut pas ne pas être frappé justement par le renouveau de l'identité biblique d'Israël à travers ces lieux où la Bible s'est faite. Or, la Bible ne s'est pas faite sur la bande côtière. Elle s'est faite dans ces montagnes-là. Et souvent, on se pose la question, c'est une interrogation qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que des Judéens, des Juifs, ont à faire en Judée ? Et pourtant, il semblerait qu'il y aurait quand même un rapport entre la Judée et les Judéens. Mais est-ce que justement, vous parlez de la question justement des paysages, donc forcément ça m'amène à cette question des territoires, puisqu'il y a tout un pan de la société qui cherche à conquérir, à occuper un territoire. Il ne s'agit ni d'occuper ni de conquérir, il s'agit simplement d'être soi-même. Or, le juif a pour origine cette terre, il y a des étrangers, pourrait-on dire, en tout cas des nouveaux arrivants qui s'y sont installés.
ça ne remet pas en question le lien viscéral d'Israël avec sa terre. Au contraire, si vous voulez avoir une relation véritable avec l'autre, vous devez tout d'abord savoir qui vous êtes vous-même. À partir du moment où on sait qui on est, c'est alors qu'on peut se retrouver dans le paysage d'origine du projet d'Israël. Or, dans ce paysage d'origine du projet d'Israël, il a toujours été question d'une présence des membres des nations. On pourrait même presque dire que l'enjeu providentiel d'Israël, justement, c'est d'avoir sur son territoire des membres d'autres nations. Et c'est la manière dont ce problème est géré, ce n'est pas vraiment un problème, on peut dire cette réalité est gérée, qui va finalement juger de qui nous sommes. C'est vrai, moi je rebondis sur cette idée et je pense qu'effectivement le fantasme d'un Israël purement juif, c'est un fantasme de la gauche israélienne. C'est un fantasme, ou d'une partie de la gauche, c'est un fantasme de ceux qui voudraient que finalement nous on est chez nous et eux ils sont chez eux. Et quelque part toutes les grandes erreurs tragiques de la politique israélienne ces dernières décennies ont toujours été quelque part motivées par ce fantasme, que ce soit le retrait de Gaza, du sud Liban, de Judée-Samarie, on est toujours dans cette idée-là. C'est-à-dire, nous les Juifs, on est ici, eux ils sont là-bas, et comme ça tout va bien, shalom en Israël, alors que c'est le contraire, c'est exactement le contraire. Et quelque part... C'est le refus du Proche-Orient, en vérité. C'est le refus d'assumer l'identité juive dans une terre qui est habitée. Mais le sionisme n'a jamais prétendu que cette terre n'était pas habitée. Ça, c'est un grand mensonge de l'historiographie du sionisme, de croire que les pères fondateurs auraient négligé la question arabe. Ils ne l'ont jamais négligée, ils l'ont toujours affrontée de manière très diverse. À mon sens, celui qui l'a affronté avec le plus grande lucidité, c'était Jabotinsky, mais aucun n'a fait l'impasse sur la question arabe. Pour vous, c'est un fantasme, ça veut dire qu'il n'y a pas de population juive qui va se dire il y a tout le reste du monde, on a un petit territoire, on peut quand même rester entre nous au moins quelque part dans ce monde. Ce serait un fantasme. Non, on doit être majoritaire, effectivement, on doit garder la majorité, ça faisait partie des fondements du programme sioniste, c'était la majorité juive, et même ce fondamental-là, il avait été remis en cause à l'époque par Martin Buber et les gens du Brit Shalom. Donc pour eux, il n'y avait rien de sacré, même ça, ils le remettaient en question. Mais il y a toujours cette tentation inhérente à l'histoire du sionisme de dire on va s'installer sur une petite bande côtière, très loin de la montagne, très loin de Hebron et de Shrem, effectivement. Et c'est toujours cette tentation qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. De fuir notre identité véritable. Mais s'il y avait une échelle de priorité, vous ne voudriez pas s'occuper déjà de consolider les liens entre les personnes qui sont déjà présentes, plutôt que de chercher une étendue territoriale? Est-ce qu'elle apporterait quelque chose? Est-ce qu'elle réglerait le problème inhérent au peuple d'Israël, qui est ce manque de solidarité? Bien au contraire, c'est lorsque vous n'avez pas retrouvé votre identité, vous n'êtes pas capable de régler vos problèmes intérieurs. C'est quand on assume pleinement ce que nous sommes, c'est là qu'on peut vraiment commencer à discuter sérieusement des problèmes. Oui, je crois que le danger, au contraire, plus on quelque part, soi-disant, se retirer de territoire pour se consacrer, par exemple, à la prospérité économique, c'était le rêve du nouveau Moyen-Orient de Shimon Peres, ou pour se consacrer à la justice sociale, qui évidemment est un sujet fondamental, mais finalement c'est tout le contraire. On voit bien que chaque fois que, par exemple, le retrait de Gaza, c'est le meilleur exemple, jamais l'État d'Israël n'a été aussi cruel que lorsqu'il a chassé de Gaza non seulement les Juifs qui y vivaient, mais même les morts qui étaient ensevelis. C'est une des plus grandes tragédies de l'État d'Israël, ce qu'on a appelé dans un langage très très policé la Hitnatkut. C'était jamais nos institutions ne se sont comportées de la manière la plus inhumaine et cruelle qu'à ce moment-là. Je voudrais, dans le temps imparti qui nous reste dans cette émission, parler aussi de cette notion et cette loi qui est passée l'année dernière, cette loi fondamentale d'Israël, État-nation du peuple juif, qui fait que ratifier juridiquement une réalité et qui soulève à nouveau la question à laquelle Israël est sans cesse confronté: comment être un État à la fois juif et démocratique. Et Rav Uri Cherki, tout à l'heure en antenne, vous me disiez, vous citez Lévinas, qui déjà fait une différence entre juif et État. Juif et État. Évidemment. Israël a choisi d'être démocratique. C'est un choix tout à fait bénéfique et tout à fait louable et même noble. Mais c'est Israël qui a décidé d'être démocratique. C'est-à-dire, tout d'abord, c'est Israël. Vous voyez, dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, il est tout à fait question d'un État juif, il n'est pas question d'un État démocratique. Cet État, c'est vrai que les Juifs ont appris la leçon de l'histoire et qu'ils ont décidé d'être démocratiques. Mais ce qui fonde la légitimité de l'État, c'est tout d'abord qu'ils aient un État juif.
Et c'est ça qu'il faut tout d'abord assumer. Donc le problème de symétrie qu'il y aurait entre juifs et démocratiques, en fait, est une fausse symétrie. C'est, on pourrait dire, l'habit politique, de culture politique qui est portée aujourd'hui par le peuple juif, c'est la démocratie, et il faut s'en féliciter. Mais il faut savoir tout d'abord que c'est un État juif. Oui, moi je crois que la véritable alternative, ce n'est pas entre un État juif ou un État démocratique, comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui, c'est plutôt entre ce qu'on a jusqu'à maintenant, ce qu'on a réussi à préserver tant bien que mal, c'est-à-dire un État juif et démocratique, et puis ce que certains voudraient mettre à la place, et notamment la Cour suprême et tous ceux qui pensent que l'avenir du pays doit être décidé par des juges éclairés et non pas par le peuple tellement ignorant, et qui sera finalement un État qui sera plus juif, enfin beaucoup moins juif, et beaucoup moins démocratique. Et finalement, peut-être qu'il ne sera même plus un État du tout, donc on aura tout perdu. Oui, mais il existe une forte corrélation entre le degré de religiosité d'une personne et l'importance attachée à la dimension démocratique et juive de l'État d'Israël. C'est impensif, c'est totalement faux. Je ne pense pas que être religieux, c'est être antidémocratique. La démocratie fait partie de la tradition d'Israël, ce qu'on appelle Hari Ravim Leatot, on va selon la majorité. Ce qu'on appelle aujourd'hui la culture démocratique, qui est identifiée avec le libéralisme dissolvant, est appelé aujourd'hui, est couronné aujourd'hui du terme de démocratie. Mais ce n'est pas de la démocratie, c'est simplement du gauchisme. Alors, comment on peut expliquer que, je ne sais pas si je schématise de manière assez manichéenne, vous avez d'un côté les Israéliens qui défendent une version intégraliste du judaïsme et qui seraient les moins attachés à la démocratie, et de l'autre côté les Israéliens les plus laïcisés qui sont le moins portés à préserver la judaïsme. Oui, mais c'est tout à fait n'importe quoi. Si vous vous rappelez, la tradition juive, rabbinique, enseignée dans les yeshivot, inclut tout à fait l'élément démocratique dans le projet du sionisme, dans le projet de la Torah d'ailleurs. Il suffit simplement de rappeler qu'un des fondateurs de l'idée démocratique en Europe était rien de moins que Rabbi Yitzhak Abravanel, qui était un haut rabbin espagnol du XVe siècle et qui a parlé en termes dithyrambiques de la démocratie dans son commentaire sur la Torah. Donc dire que ça serait une sorte de polarité, c'est totalement faux. D'ailleurs, si on parle déjà d'antidémocratie, alors on peut trouver ça également dans les tendances stalinistes de certaines parties de la gauche israélienne qui n'acceptaient pas du tout l'idée démocratique. Je voudrais bien peut-être rappeler que Herzl, pour qui j'ai quand même une très grande considération, était très critique par rapport au régime démocratique. Il l'a écrit en toutes lettres dans ses... Alors, si vous dites que cette polarité, c'est une fausse polarité. C'est une fausse polarité. Alors, comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, dans les programmes politiques et dans le choix du peuple à élire son représentant, il y a toutes ces questions qui sont liées à est-ce que loi juive ou loi démocratique? Oui, mais c'est totalement des fausses questions, parce qu'en fait, si vous parlez des différentes formations politiques qui sont aujourd'hui à la Knesset, tout le monde est d'accord en fait pour dire qu'ils pensent la même chose, avec, si vous voulez, des nuances. Finalement, la différence entre le Likoud et Kahol Lavan, elle existe quand même, c'est sans aucun doute. Mais finalement, ils sont tout à fait capables de se rapprocher dans un gouvernement d'union nationale, justement parce qu'ils se disent qu'après tout, ces questions-là seront repoussées pour plus tard. Comment vous définirez-vous l'État juif et démocratique? État juif et démocratique, c'est ce qui existe depuis 70 ans. On l'a déjà, l'État juif et démocratique, mais maintenant on voudrait supprimer le caractère juif et d'ailleurs par la même occasion le caractère démocratique, ce qui finalement nous laisserait avec une espèce de pouvoir des juges, comme une tendance qui existe aussi ailleurs, en Europe, aux États-Unis, mais beaucoup plus accentuée en Israël, parce que nous on est toujours plus radicaux que les autres. Et vous pensez que la loi juive peut être appliquée à l'heure actuelle? La loi juive dans le sens halakha, comme on dit en oui, la constitution de l'État d'Israël. La constitution, le droit hébraïque, il a une place tout à fait résiduelle dans le droit israélien, qui normalement aurait pu être beaucoup plus large dans l'esprit des juristes qui avaient imaginé à quoi ressemblerait l'État d'Israël, et même des gens comme le juge Menachem Elon, l'ancien président de la Cour suprême, qui était le grand opposant d'Aaron Barak. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une place beaucoup plus large à faire au droit hébraïque dans le droit israélien aujourd'hui. Et bien sûr, il y a une tendance contraire qui voudrait qu'on soit de moins en moins juif. Effectivement, quelque part, je dirais que
peut-être un des grands échecs de l'État d'Israël, quelque part ce qui a retardé un petit peu l'histoire d'Israël de ce point de vue-là, du point de vue identitaire, c'est effectivement le fait qu'on ait adopté un droit, qu'on soit basé sur le droit existant, anglais, ottoman, et qu'on n'ait pas réussi à faire la même révolution que Ben Yehuda a fait en matière linguistique. Rav Uri Cherki, la liberté des Juifs à vivre dans un pays, dans son État démocratique, est-ce qu'elle peut se faire? Pourquoi il y a cette notion si forte d'avoir l'impression que ce nationalisme juif empêche un nationalisme arabe, empêche une tolérance et une ouverture vis-à-vis de ce qui n'est pas juif? Tout simplement juif? pour une raison très simple, et je pense que c'est bien de mettre les points sur les i. Cette terre est la terre des Juifs. Et c'est reconnu par la tradition musulmane, c'est reconnu également par la tradition chrétienne que cette terre est celle d'Israël. Et donc effectivement, ce qu'on appelle aujourd'hui un nationalisme palestinien est en fait une sorte d'avancée, de tête de pont du nationalisme panarabe. Et ce nationalisme panarabe est tout à fait impérialiste. D'ailleurs, il est un prolongement de l'idée du djihad. Et donc, l'idée d'un nationalisme palestinien qui serait équivalent au nationalisme juif est en fait un leurre. C'est une sorte de masque de quelque chose de beaucoup plus vaste, d'un projet beaucoup plus vaste qui, finalement, qu'on le veuille ou non, amène à l'éradication de l'État d'Israël. Et rappelez-vous que la société israélienne a réussi une synthèse absolument extraordinaire, c'est qu'elle a créé ce qu'on appelle des Arabes israéliens, qui, avec toute leur animosité parfois contre l'État d'Israël et les déclarations de principe pro-palestiniennes, tremblent à l'idée de devenir palestiniens, de ne plus avoir la carte d'identité israélienne. Vous rejoignez cet avis? Oui, bien sûr, bien sûr. Les Arabes israéliens, quelque part, c'est aussi une réussite de l'État d'Israël. Et même on peut même regarder en souriant leur cri d'appeler au secours la police israélienne pour quelque part qu'on les aide à se débarrasser de leur vilaine tradition de tirer des coups de feu à tout bout de champ. Peut-être s'ils étaient un petit peu plus accueillants avec les policiers israéliens, on serait peut-être plus enclin à le faire, ça serait plus facile. Mais effectivement, c'est la voie qu'il faut suivre, effectivement. Il faut que la société arabe, et d'ailleurs les intellectuels arabes progressistes le savent très bien, qu'Israël est une lumière pour le Moyen-Orient. De ce point de vue-là, ça ne fait aucun doute. Alors si c'est évident dans ce qu'on dit ces dernières minutes sur le caractère juif et démocratique de l'État depuis 70 ans et que tous les partis politiques au final rejoignent le même discours et qui se présentent sous d'autres formes différentes, comment on explique aussi qu'il y a d'autres questions démocratiques, on va dire comme le mariage civil, la liberté de chacun, de trouver sa place, enfin de pouvoir mettre en place des solutions durables sur des questions finalement qui sont plus démocratiques que relatives à la loi juive. Ça fait partie, si vous voulez, des problèmes de société. Il y a toujours des problèmes individuels. D'ailleurs, il y a une sorte ce que j'appelle l'épouvantail de la halakha, cette idée qu'un État dans lequel la Constitution serait la Torah deviendrait quelque chose de clérical, un peu comme l'Iran actuel. En fait, c'est ignorer totalement la tradition juive, et c'est dommage qu'on ne se mette pas un peu plus à une étude plus sérieuse de ces sources. Ceux qui sont intéressés, sur mon site ravcherki.org, vous trouvez mon article « L'épouvantail de la halakha », qui a été publié également dans la revue Pardes, et dans lequel vous verrez qu'en fait, si, qu'à Dieu ne plaise, la halakha devient un jour la constitution de l'État d'Israël, eh bien, ça ressemblera presque comme deux gouttes d'eau à la situation actuelle, peut-être en mieux. Messieurs, Rav Uri Cherki, merci beaucoup. Pierre Lursa, merci beaucoup. Je rappelle que votre livre Israël, le rêve inachevé, quel État pour le peuple juif est disponible. On peut se le procurer. Et Rav Uri Cherki, on peut consulter vos articles en français, notamment sur, vous venez de le dire, votre site internet ravcherki.org. Et pour les hébraïsants, vous avez des bibliothèques entières de Rav Uri Cherki à votre disposition. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, à commenter. On se revoit très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.